Bonjour à tous, nous parlons aujourd'hui de circuit électrique, notamment de ce que ça veut dire résoudre un circuit électrique. Alors pourquoi nous parlons des résolutions d'un circuit électrique? La raison est que si nous avons un générateur qui nous fournit une tension U et que nous avons relié ce générateur à une résistance R, si nous connaissons la tension U et la résistance R, alors la question qu'on peut se poser est quel est le courant qui va circuler dans le circuit. Et là nous savons que grâce à la loi d'Ohm, ce courant va être égal à la tension divisée par la résistance. Donc voilà, la loi d'Ohm nous fournit l'équation qu'il nous faut pour résoudre ce simple circuit. Pourquoi nous avons besoin d'autres lois, c'est-à-dire la loi des mailles et de nœuds, aussi dite deuxième et première loi de Kirchhoff? Alors la raison est que les circuits, malheureusement, ne sont pas forcément si simples, ils peuvent être beaucoup plus compliqués. Par exemple, pour imaginer d'avoir plusieurs résistances. En général, on pourrait aussi avoir plusieurs générateurs. Alors dans ce cas-là, si nous disons que nous avons R1, R2, R3, R4, donc 4 résistances reliées comme ça, comment déterminer par exemple le courant qui passe dans le générateur? En effet, celle-là est une question qu'on se pose assez souvent, parce que si nous arrivons à déterminer le courant qui passe dans le générateur, alors en faisant la tension divisée par ce courant, nous trouvons ce qu'on appelle la résistance équivalente, c'est-à-dire c'est la résistance qui entraînerait exactement le même courant dans le circuit si c'était un circuit simple avec une seule résistance. En général, nous pouvons dire qu'ici nous avons I1, ici nous avons courant 3, ici nous avons courant 2, courant 4. Donc on va dire que nous avons 4 inconnus dans ce circuit. Bon, I1 sera aussi le courant qui passe par le générateur. La première de ces deux lois qui vont nous aider dans la résolution de ce circuit, c'est la loi des nœuds, alors aussi dite première loi de Kirchhoff. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en effet, la charge électrique se conserve et que donc, si nous avons un nœud, c'est-à-dire un endroit où différents fils électriques se joignent, et que nous avons des courants qui rentrent dans les nœuds et d'autres courants qui sortent. Dans ce cas, nous avons I1 qui rentre et I2, I3 qui sort. Alors, on ne peut pas créer ni détruire de la charge électrique dans les nœuds. Et donc, ça veut dire que I1 doit être égal à I2 plus I3. En général, il faut écrire tous les courants qui rentrent et le poser égal à tout le courant qui sortent. Nous pouvons écrire aussi ici notre loi de Kirchhoff pour ce nœud-là. Nous avons I2 qui rentre, I4 qui sort. Cela veut dire que I4 et I2 doivent être les mêmes courants. Sinon, il y aurait des destructions ou de accumulation de charge dans notre nœud à cet endroit-là. Alors, nous avions 4 inconnus, nous avons déjà 2 équations. Pour déterminer ces 4 quantités, il nous faut encore 2 équations. Et pour cela,
il faut utiliser l'autre loi de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi des mailles. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi des mailles? Elle nous dit que, en effet, si nous partons dans un certain endroit, par exemple ici, et nous faisons, nous parcourons une maille, c'est-à-dire une boucle, et nous revenons au même endroit, alors nous devons considérer toutes les variations de tension sur la boucle et par exemple, si nous partons ici et nous allons dans ce sens-là, d'ici à là, à cause du générateur, nous avons une augmentation de tension de U, exactement la valeur de notre tension. Ensuite, en passant à travers de la résistance R1, nous avons une chute de tension qui correspond à, donc la tension diminue, donc on met moins, ça correspond à la différence des potentiels de deux côtés de la résistance qui est donnée par la loi d'Ohm que nous avons utilisée tout à l'heure. Donc nous avons R1, I1. Ensuite, si nous continuons par là, nous avons encore une autre chute de potentiel. Et après, nous revenons au point de départ. Donc, tout ça, c'est la variation d'énergie potentielle électrique en parcourant la maille. Et cela doit être égal à 0. Parce que si ce n'était pas 0, on aurait créé ou détruit de l'énergie. Donc, voilà la deuxième loi de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi des mailles. On peut faire la même chose pour l'autre maille ici. Si nous parcourons, par exemple, nous partons d'ici et nous revenons à cet endroit-là. Alors, nous avons d'abord une chute de potentiel I2, R2. On va mettre moins quand il y a des chutes de potentiel et plus quand ça augmente. Alors, ensuite, nous avons ici I4, R4. Pour finir, nous avons ici I3, R3. Sauf que il faut faire un peu d'attention parce que nous avons décidé que I3 est dans ce sens-là. Et alors, la tension diminue d'ici à ici. Donc, vu que nous devons parcourir la maille dans un sens déterminé, nous avons décidé de la parcourir comme ça. Nous allons dans le sens contraire au sens de ce courant. Ça veut dire qu'ici, nous avons en effet une augmentation de potentiel. Parce que la chute de potentiel est dans l'autre sens, comme nous avons fait ici. Donc là, on l'a parcouru comme ça. On a mis moins R3 et I3. Ici, on va mettre plus. Et voilà, nous avons les 4 équations dont nous avons besoin pour résoudre ce circuit. Alors, à titre d'exemple, pour simplifier un peu le calcul, disons que les résistances R1, R2, R3, R4, elles sont pareilles. Donc, on va prendre R1 égale R2, R3 égale R4. On va dire que c'est 1 ohm. Ensuite, nous avons I2 égale I4. Cela élimine déjà une inconnue. Donc, on va dire que on reste avec ces 3 inconnus, I1, I2 et I3. Et les deux équations qui proviennent de la loi des mailles nous disent que U est égal à R, nous avons dit que nous prenons 1 ohm comme résistance. Donc on va juste remplacer R par 1. Donc on va dire que U moins I1 moins I3 est égal à 0. Et que moins I2
Là, à la place de I4, on met I2. Donc, ça devient moins encore I2. Plus I3 égale 0. Voilà, nous avons les 3 équations qu'il nous faut pour résoudre les systèmes. Si nous voulons faire, à titre d'exemple numérique, on prend une tension de 10 volts. On va dire que 10 est égal à I1, 10 moins I1 moins I3 est égal à 0. Alors là, évidemment, on suppose que pour les unités, le courant, c'est un ampère, tension, c'est un volt, résistance, c'est un ohm. Sinon, cette écriture n'aurait pas de sens au niveau des unités. Et voilà, maintenant, si nous voulons résoudre ces systèmes, nous pouvons par exemple exprimer I2 en fonction de I3 en utilisant la troisième équation. Nous avons que I2 est égal à I3 divisé par 2. Nous pouvons remplacer ce qu'on a trouvé dans la première équation. Nous avons que I1 est égal à I2, donc I3 sur 2, plus I3, c'est-à-dire 3 demi I3. Cela nous dit que I3 est égal à 2 tiers I1. Et si nous utilisons cette équation-là, finalement, dans l'équation qui contient la tension, nous avons que 10 est égal à I1 plus 2 tiers I1 et que donc 10 est égal à 5 tiers I1, ou bien que ce courant I1 est égal à 6 ampères. Donc nous pouvons dire maintenant que nous avons résolu ces circuits parce que nous avons le courant qui passe là, c'est 6 ampères. Et si nous voulons déterminer la résistance équivalente de ce circuit, nous pourrions écrire tout simplement résistance équivalente est égale à la tension divisée par le courant qui passe dans le générateur, c'est-à-dire 10 volts divisé par 6 ampères, ce qui nous donne 1,67 ohms. Alors il est clair que c'est possible de faire cet exercice avec n'importe quel circuit qui contient des résistances et des générateurs, mais il y a heureusement encore deux formules qui nous permettent de simplifier un peu la vie. Nous disons que des résistances sont placées en série si on les place l'une après l'autre. Par exemple, là nous avons R3, R4, et là nous avons notre générateur. Alors là, ça c'est un circuit avec 4 résistances en série, et la résistance équivalente pour ce circuit est donnée par la somme de ces résistances. Comme petit exercice, vous pouvez facilement démontrer cette équation. Et ça, c'est pour les résistances en série.
Une autre configuration à laquelle on a donné un nom, c'est résistance en parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire, placer des résistances en parallèle? Ça veut dire que si nous avons par exemple encore notre générateur et que nous avons ces 4 résistances, nous voulons le mettre en parallèle, ça veut dire que nous le mettons comme ça. R1, R2, R3, R4. Donc les 4 résistances sont branchées avec la même tension. La tension ici est la même tension qu'est des deux côtés de chacune de ces 4 résistances. Dans ce cas, en appliquant le loi des mailles et des nœuds, nous pouvons démontrer que la résistance équivalente est donnée par le réciproque de la somme des réciproques. Donc ces deux formules, en effet, nous simplifient pas mal la vie quand nous devons résoudre un circuit électrique. Par exemple, avec l'exemple que nous avons fait tout à l'heure, nous avions dit que la résistance équivalente du circuit est donnée par R1 plus, parce que ça c'est en série, donc nous avons R1 et ensuite en série tout ça, et tout ça, l'autre maille, nous pouvons l'avoir comme R3 en parallèle avec R2 et R4 placés en série. C'est-à-dire, tout ça c'est un parallèle, on fait le réciproque de la somme des réciproques. Nous avons le réciproque de R3 et de l'autre côté nous avons réciproque de R2 et R3 R2 et R4 en série. Donc là on fait la somme. Donc voilà, en une seule ligne, nous avons la résistance équivalente. Si nous remplaçons la valeur R1 égale R2, etc., égale 1 ohm, si nous remplaçons ici, nous avons que la résistance équivalente est donnée par 1 plus 1 divisé par 1 sur 1 plus 1 sur 2. Ça fait 1 plus 1 divisé par 3 demi, donc plus 1 plus 2 tiers, ce qui nous donne 1,67 ohms, ce qui est exactement la valeur de la résistance équivalente qu'on a trouvée en faisant à partir de 0 la résolution du système qui vient de loi des mailles et des nœuds. Encore une remarque importante, nous voyons que si nous avons des résistances placées en série, la résistance équivalente sera forcément plus grande que chacune de ces 4 résistances, vu que c'est la somme, tandis que dans le cas des résistances en parallèle, nous pouvons voir facilement que la résistance équivalente en effet est plus petite que chacune de ces 4 résistances ou de chacune des résistances en général que vous avez mis en parallèle. Ça c'est facile à comprendre à l'aide d'une analogie routière. Par exemple, si nous représentons une résistance comme un péage et que la résistance, c'est-à-dire ce qui ralentit la voiture, c'est l'effet de devoir s'arrêter pour payer.
Bon alors, nous voyons que si nous devons par exemple payer 3 péages différents et s'arrêter 3 fois, c'est clair que le temps d'attente va augmenter. Tandis que ça c'est un peu comme les résistances en série. Tandis que si les résistances sont placées en parallèle, c'est comme avoir le trois péages euh, l'un à côté de l'autre et on peut choisir si on veut passer d'un côté ou de l'autre côté. Et alors, ça va être évidemment plus rapide que si nous avons un seul péage. C'est tout pour cette fois. C'est déjà pas mal. Donc, comme d'habitude, vous êtes invité à essayer de faire quelques exercices pour vérifier votre compréhension du sujet. Au revoir et à bientôt.